maintenant je vais sur la course pour vraiment m'amuser et faire la meilleure course possible. C'est une course que tu as déjà faite ou tu l'as jamais faite celle-ci? Et justement, c'est bien. Cette année, je fais quasiment à 80, ouais non, mais que des courses que j'ai jamais faites. D'accord. Et ça aussi, c'est sympa. La TDS, je l'ai reconnue il y a peut-être 5 ou 6 ans. J'avais fait une reco de la TDS avec des copains, mais je l'ai jamais couru la TDS. D'accord. Donc voilà, c'est pour moi c'est différent. Et il y a un paramètre qui me plaît sur cette TDS, c'est qu'elle est le mercredi et derrière, ça me va me permettre de profiter pleinement de la fête de l'UTMB qui va se poursuivre sur la fin de semaine. Voilà, et donc ça c'est top parce que courir le vendredi soir un UTMB, elle est longue la semaine en attente. C'est clair. Et donc du coup, ce coup-ci avec la TDS, ça va changer un peu les choses. Mais le plateau est impressionnant. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ça va courir vite. Ouais, ça va. Il y a déjà beaucoup. Enfin, dans les Français déjà, il y a quand même pas mal aussi d'habitués et puis de très bon niveau. Et Antoine Guillon, j'ai vu. Il y a Sébastien Camus qui revient aussi. Enfin, il y a toi. Enfin, la semaine dernière, j'étais en interview avec Aurélien du Nampala, tu sais, qui vient de gagner les champions de France de trail long, qui sera aussi sur la TDS. Enfin, voilà, il y a du monde qui arrive et qui est en forme a priori. Donc ça va être. Ouais, non, mais là, voilà. Mais à regarder rapidement, en prenant la Côte ITRA, je dois avoir la 20e Côte ITRA sur la TDS. Ouais, donc en fait, globalement, je vais avoir le dossard 20. Et dans l'idée, ça va être essayer de rester à sa place ou d'en remonter un peu. Et voilà, et c'est là qu'on dit ça va être une sacrée course. Ouais, c'est clair. Sur toute ta carrière, est-ce qu'il y a une course qui t'a marqué plus que les autres et pourquoi? Il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Une course que j'ai trouvée, il y en a deux en fait. Il y en a une par la découverte, le dépaysement, l'engagement physique. C'était la Hard Rock dans le Colorado. Ouais. Parce que c'est des cols très hauts, c'est très sauvage et c'est engagé comme course. Ça, j'avais adoré. Et ensuite, le Grand Raid de la Réunion avec une organisation à la réunionnaise, une ambiance de folie et du coup, voilà, c'est à part. Ouais. Et c'est des courses que tu envisages peut-être un jour de refaire ou pas forcément? C'est des courses que j'ai déjà refaites. Ouais. Donc la Hard Rock, je l'avais fait 2 fois, oui. Le Grand Raid, j'ai dû en faire 4. Ouais, et mais je pense que l'une comme l'autre, j'ai envie de les refaire. Après, l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, je me laisse encore du temps. Donc voilà, je suis pas inquiet, je les referai. Et si tu t'as fait là, notamment avec le Grand Tour de la Tarentaise, un peu de la gestion de la nuit et du très long, pour le coup, c'est aussi peut-être, t'as envie un jour de te tenter sur le Tour des Géants ou pas forcément? Si, le Tour des Géants m'attire beaucoup, mais me faisait beaucoup peur par rapport justement à cette problématique du sommeil. Et j'avais peur d'aborder ça en course et d'aller au carton, parce qu'avec un dossard, à pas vouloir m'arrêter, parce qu'il faut suivre le coureur, et d'aller trop loin et me mettre en danger. Ouais, et là, du coup, c'est pour ça que de faire ça sur un off, de le découvrir, pour moi, c'était génial. Et ça m'a permis de un peu dédiaboliser, en fait, ce côté 50, 60, 70 heures de course. Parce que bien sûr. Le Tour des Géants, il se gagne en 70 heures. Par rapport à ce que j'ai fait, il y a 30 km de plus et 4000 mètres de dénivelé en plus. Donc, il y a encore un bon morceau. Mais c'est des chemins qui sont, pour la plupart, un peu plus roulants et mieux balisés, en tout cas, que ce que j'ai fait. Parce que moi, ça n'était pas. Et quand c'est un peu égaré, qu'il y avait des zones qui étaient vraiment très, très, très techniques. Donc, l'un dans l'autre, ça me permet de me rendre compte qu'un Tour serait envisageable. Ouais. Après, de là à dire que je ferais un Tour en 70 heures... le raccourci est trop rapide. Ouais, bien sûr. Le faire et essayer de le finir, après, quel que soit le temps, je pense que ce sera envisageable. Après, est-ce que ce sera 2019, 2020 ou plus tard, je ne sais pas encore. Parce que c'est pareil, ça s'inclut vraiment dans une carrière, un Tour des Géants. Bien sûr. Autant moi, j'irai rapidement récupérer de ce Tour de Tarentaise, je pense. Et ça va bien se passer parce que je n'avais pas la pression du dossard et d'aller chercher des coureurs. Ouais. Autant avec un dossard, du très long comme ça fait vraiment mal et on voit que ceux qui l'ont bien réussi, il y en a beaucoup qui mettent très longtemps à récupérer, voire qu'on n'a pas revu. C'est vrai. Et quand tu prépares tes objectifs comme ça, annuels, c'est toi qui décides de tes objectifs ou tu as des contraintes ou des orientations qui sont faites par tes partenaires, comme tu as quand même plusieurs partenaires, est-ce que eux ont une influence là-dessus ou c'est toi qui décides et après tu fais le planning avec ton entraîneur? Je décide, on va dire,
dire à 99%. D'accord. Donc en gros, si j'ai envie l'année prochaine de faire le Tour des Géants, il y a le Tour des Géants. Et après, on va mettre les courses autour pour que tout le monde s'y retrouve, entre les partenaires et moi et mon entraîneur, pour arriver en forme sur cette épreuve. Mais c'est sûr que à préparer une course comme ça, pour beaucoup de partenaires, le gros événement annuel est sur Cham, sur les courses de l'UTMB. C'est sûr que je ne ferai pas un UTMB avant un Tour des Géants. Ouais, bien sûr. Donc après, voilà, je serai présent sur le salon de l'UTMB, mais certainement pas avec un dossard si je fais le Tour des Géants. Mais voilà, après, non, tout se fait en parfait échange et sans aucune contrainte. Et j'ai vu sur ton site, donc tu pour le coup, tu as une équipe relativement dense, puisque tu parles de ton entraîneur, de ton kiné, de la boîte là qui est Athlète 2.0, qui est plutôt, si j'ai bien compris, de la com et de l'organisation logistique, si c'est bien ça. Oui, et après, le point a priori le plus important de ton équipe, c'est ta femme, c'est ça? C'est ça, parce que au quotidien, c'est une organisation au niveau de la vie de famille, parce que le trail et tout ce qui va autour, c'est mon quotidien H24 et 7 jours sur 7. Donc il faut vraiment qu'on trouve les compromis pour que ça fonctionne avec la vie de famille. Et là, ce qui est génial, c'est que j'arrive à inclure ma famille dans mes projets. Et là, donc, ma femme et mes filles étaient présentes sur la plupart des ravitaillements de ce Tour de Tarentaise. Et pas parce qu'elles l'ont subi et que j'aurais demandé, mais parce qu'elles en avaient envie. Donc et je suis vraiment content d'avoir réussi à transmettre ce plaisir et ces valeurs justement à ma famille proche. Parce qu'autrement, ça fait longtemps, j'aurais fait un choix entre la famille et le trail. Et après, dans beaucoup de couples, le choix, il se fait l'un ou l'autre. Mais oui, c'est ça. Je pense que la solution, elle n'est jamais la bonne. D'arrêter le sport, c'est pas bon. De se séparer, de se retrouver seul à faire du trail sans famille, est-ce que c'est la bonne? Je suis pas sûr non plus. Donc, pour l'instant, j'arrive à mener les deux de front et j'espère que ça continuera. Mais c'est vrai que c'est une question récurrente qui vient sur le blog. Comment on concilie de la vie perso, de la vie pro et des entraînements de sport, quand en plus on veut faire du long et qu'il faut rajouter quand même quelques heures d'entraînement les week-ends souvent. C'est vraiment un contexte qui parle à tout le monde, ça. Complètement. Mais on est vraiment sur ce triangle et cet équilibre entre perso, famille, la famille, le sport et le boulot. Et moi, depuis 10 ans que je cours, j'ai augmenté la charge d'entraînement et donc j'ai fait le choix de jouer sur le seul curseur où j'ai pu jouer, c'était le travail, où j'ai fait le choix de me mettre à mon compte et du coup maintenant je gère un peu comme j'ai envie, donc avec toute la précarité qui est liée à ça, bien sûr, mais avec aussi cette liberté de pouvoir m'organiser un peu comme j'ai envie et ça c'est top, quoi. C'est clair. Et là tu parlais de ta charge d'entraînement. T'as des semaines type d'entraînement, ou à quoi ça ressemble une préparation pour de Julien sur une semaine? C'est combien d'heures d'entraînement? Est-ce que tu mixes vélo et course? À l'année, en fait, c'est 15 heures en gros par semaine, en moyenne, donc c'est pas des volumes très importants, en moyenne, une quinzaine d'heures. Là, pour préparer le Grand Tour de Tarentaise, après le 90 du Mont Blanc, j'ai eu 2 grosses semaines qui étaient proches des 30 heures. Pour vraiment faire du volume, mais à des intensités assez faibles. Et quand je fais de l'entraînement, en heure d'entraînement, je suis quasiment du 50-50 entre de la prépa à vélo et à pied. D'accord. Et tu intègres là-dedans à un moment tout ce qui est gainage, renforcement musculaire, assouplissement, ça fait partie de ton entraînement, ou c'est dans des phases spécifiques du planning d'entraînement? En fait, pour être honnête, c'est à la marge, parce qu'en moyenne, ça doit me prendre 10 minutes par semaine. Et là, je suis vraiment pas bon là-dessus. et voilà, donc j'essaye de me forcer, de me motiver en me disant que c'est loin d'être du temps perdu. Mais j'y arrive pas pour l'instant. Mais je crois qu'on est un peu tous pareils. Même quand on sait que ça a du sens, je pense que ça fait partie des choses qui passent le plus vite à l'as, entre mettre les baskets et aller courir sur les sentiers, et où se dire attends, là je fais un quart d'heure où je fais des pompes et des machins. C'est vrai que c'est tranché assez vite, quoi. Vite on va courir, quoi. C'est ça. Quand tu es en course, tu as une stratégie d'alimentation prédéfinie. Comment tu gères cette partie-là? Parce que les problèmes d'alimentation, c'est quelque chose aussi de très récurrent pour tout le monde. Donc, comment tu gères cette partie-là?
Ouais, là, je suis assez calé avec des boissons dont j'ai l'habitude depuis pas mal d'années et une alimentation qui est assez rodée. Donc là, moi, maintenant, c'est une alimentation assez solide, hein, donc avec bar et boissons énergétiques, et ça fonctionne assez bien. Et je bois assez peu d'eau, donc un peu de coca de temps en temps au ravito. Et le reste du temps, je mange des bars entre les ravitaux et ça fonctionne très bien comme ça. D'accord. Et au ravito, tu t'arrêtes très très peu ou pareil, tu vas picorer en fonction de ton envie à ce moment-là sur le C'est ravito? ça, Ouais. je picore à l'envie, mais globalement sur des choses que je connais. Oui, Je d'accord. sais que tout ce qui est bananes, les noix, quoi, les cacahuètes, tout ça, c'est pas mal. Du chocolat si j'ai envie. Si j'ai envie de sauce, je prends une tranche de sauce, mais ça s'arrête à du picorage. Ouais. Donc voilà, Ouais, et pas sortir sur des choses dont j'ai pas l'habitude. Et après, là, sur ce tour de Tarentaise, du coup, j'ai plus de temps et j'ai découvert vraiment du repas chaud et solide en mangeant du hachis, du riz, quoi, des choses un peu différentes. Et sur du très long, c'est indispensable, hein, parce qu'autrement, il y a une saturation au niveau du salé, des bars qui arrive assez vite. Donc, de changer, c'est important. Et ce qui est vraiment aussi important, c'est de toujours avoir la possibilité d'avoir d'autres bars ou de varier. On a beau bien aimer une barre à l'entraînement ou d'une marque parce que c'est un partenaire ou autre, il faut que ce soit sa base. Mais il y a un moment, peut-être que cette barre, on n'en voudra plus. Quoi. Et si on n'a pas une solution alternative avec une autre barre ou une autre boisson ou un dégel ou etc., et là, ça peut devenir très problématique. Donc, il faut toujours avoir ce petit plan B et cette solution de repli, hein, et que ce soit en gros même du sneakers ou du Mars, peu importe, aller vers le plaisir avec quelque chose qu'on arrive à manger tout simplement. C'est clair. Parce que sur du long, c'est là que devient le problème, c'est que quand on n'arrive plus et qu'on n'a plus envie de manger, ça devient très compliqué. Ouais, c'est sûr. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir des courses où à un moment pendant, je sais pas, 2 heures, 3 heures ou 4 heures, tu manges plus et donc pour le coup, j'imagine tu vois ta vitesse baisser, mais et t'attends que ça passe. Oui, ça m'est arrivé, mais le problème c'est que ça m'est arrivé sans m'en rendre compte en fait. D'accord. Sur l'UTMB, c'était il y a 2 ou 3 ans. Sortie de Champais, tout va bien, et en fait ça allait très bien parce que c'était un peu l'euphorie de l'hypoglycémie. Et je m'en suis pas rendu compte et je me suis entêté dedans en disant oula, là t'es dans le dur maintenant, ça va plus. Et j'ai pas pensé à remanger parce que le premier problème de l'hypo, c'est le cerveau quoi, qui est diminué et j'ai pas eu le bon raisonnement. Donc ça, faut savoir que dès qu'on a un petit coup de mou, faut manger, faut prendre le temps. C'est facile à dire. Hein, après 10 ans de course, je fais toujours les mêmes erreurs de temps en temps, donc c'est bien de se le rappeler. Ouais, c'est clair. Et est-ce qu'il y a une course j'ai une expression, moi, ton meilleur raté, c'est-à-dire une course où tu as un truc qui s'est vraiment très mal passé, mais de ce fait, tu en as tiré des enseignements qui t'ont servi pour la suite? T'as vécu ça aussi? Ouais, je pense que ce coup de l'hypoglycémie, j'ai dû le vivre 1 ou 2 fois sur des courses, et ça a été des gros ratés. Après, c'est encore sur un UTMB où j'avais abandonné. C'était une blessure au pied et j'étais persuadé que c'était une fracture de fatigue tellement ça me fait mal. Et en fait, c'était juste une petite entorse d'un petit os du pied. Et d'avoir abandonné à la folie, ouais. ça a été dur derrière parce que beaucoup de regrets, etc. Et un abandon, c'est en gros, ça soulage 5 minutes et c'est des mois, voire des années de regrets. Et donc les autres fois, quand j'ai eu des petits coups de moins bien, etc., de repenser à ces phases difficiles de post-abandon, ça fait du bien de se dire, ouais, mais là, il n'y a aucune raison que j'arrête, en fait. Et donc je peux repartir et ça va le faire. Et du coup, je pense que c'est des expériences qui sont riches. Il faut y passer une fois pour se rendre compte qu'on ne veut pas y repasser, quoi, par un abandon. Ouais, c'est clair. Ça fait partie des épisodes dans une carrière sportive qui marquent pas mal, je pense, je suis d'accord. T'as une gestion justement de ton effort pour le coup, tout à l'heure tu disais quand t'es en course à un moment faut quand même se rentrer dedans parce que faut essayer de tenir et sa place et de faire le mieux possible, et pour le coup là dans ces cas-là ta gestion d'effort tu l'as réussi comment? La gestion, moi c'est assez du classique, hein. C'est sur le début de la course, j'essaie d'être vigilant même avec le cardio pour pas partir trop vite. D'accord. Pour rester dans une zone acceptable d'endurance. Et donc après, passer les 30 premiers kilomètres, 40 premiers kilomètres,
il n'y a plus besoin parce que naturellement, les jambes commencent à être un peu plus lourdes et je reste en dessous. Et inversement,